Ma précédente chronique vous a conduit de Pénélope tissant sa toile à une enzyme qui efface le temps. Et cette nouvelle chronique va vous mener des Indiens de l'altiplano à une hormone qui dope la production de nos globules rouges. Pour démarrer cette chronique, partons d'abord en Amérique du Sud et planons un instant en compagnie de ce condor des Andes qui survole majestueusement l'altiplano. En espagnol, altiplano signifie plaine d'altitude. Ce haut plateau, présent dans la zone la plus large de la cordillère des Andes, a une altitude moyenne de 3300 mètres. Il s'étend sur près de 1500 km de long. Il est situé essentiellement en Bolivie, mais aussi dans d'autres pays voisins, tels que le Pérou. Le peuple quechua, un des plus emblématiques d'Amérique du Sud, occupe essentiellement l'altiplano, vivant entre 2500 et 4000 mètres d'altitude. Environ 6 à 7 millions de quechas résident sur ce haut plateau andin, et ces populations sont adaptées depuis des générations à la vie en haute altitude. Selon les croyances des quechas, héritées des religions incas, la montagne est le lieu de résidence des dieux protecteurs qu'on appelle les apus. Et les condors des Andes, vénérés des peuples incas, personnifient les dieux des montagnes. Par la hauteur exceptionnelle de leur vol, ces oiseaux mythiques créeraient le lien entre le monde du divin et celui des vivants. Mais dans les croyances andines, la montagne n'est pas seulement protectrice des hommes, elle est aussi le point d'accueil de leurs défunts, ainsi que le refuge des esprits maléfiques. Les Quechua de l'altiplano vivent dans un environnement pauvre en oxygène. En effet, vivre en altitude, c'est faire face à chaque instant à un manque d'oxygène, à une hypoxie. En effet, lorsque l'altitude augmente, la quantité d'oxygène contenue dans chaque volume d'air inspiré diminue d'environ 10% pour 1000 mètres. Et ainsi, à 4000 mètres, on ne dispose plus que de 60% de l'oxygène normalement disponible au niveau de la mer. Un organisme placé en altitude va donc devoir faire face à une hypoxie, à un manque d'oxygène. Ainsi, moi qui suis né et qui vis à Montpellier, donc au niveau de la mer, je suis habitué à vivre dans des conditions d'oxygénation normales. On dira que je vis en conditions de normoxie. Imaginons maintenant que je démarre une ascension de plusieurs jours en haute montagne. Lorsque j'atteindrai une altitude supérieure à 3000 mètres, je serai alors soumis à une hypoxie qualifiée d'aiguë parce que soudaine, et mon corps réagira alors automatiquement et presque instantanément au manque d'oxygène par une augmentation de mon débit ventilatoire et de mon rythme cardiaque. Puis, si mon séjour en altitude se prolonge, je serai alors exposé à une hypoxie durable, dite chronique, et des mécanismes à plus long terme se mettront en place, avec notamment une augmentation de l'érythropoïèse. Le terme érythropoïèse signifie la fabrication des globules rouges qui a lieu dans la moelle osseuse. Et ainsi, le nombre de mes globules rouges va augmenter lors d'un séjour durable en altitude, conduisant à une polyglobulie d'altitude. Rappelons que les globules rouges, qu'on appelle aussi érythrocytes, contiennent de l'hémoglobine. L'hémoglobine est un pigment rouge
qui fixe l'oxygène. Et l'augmentation de la production de globules rouges en altitude va donc permettre d'accroître le transport sanguin d'oxygène afin de faire face à l'hypoxie chronique. Mais à long terme, cette polyglobulie d'altitude va augmenter la viscosité de mon sang et donc accroître le travail de mon cœur. Et il me faudra donc éviter de rester trop haut, trop longtemps. La population andine diffère du Montpelliérain que je suis parce que cette population vit toute l'année en haute altitude. Elle est adaptée à l'hypoxie chronique et présente des adaptations à caractère permanent. Par exemple, les Andins possèdent des poumons plus grands que les miens, avec une plus grande surface alvéolaire. On peut comparer le sang de sujets péruviens vivant soit à Lima, c'est-à-dire au niveau de la mer, soit à Morococha, situé à 4540 mètres d'altitude. On va mesurer dans ces deux populations le nombre de globules rouges, la quantité d'hémoglobine et l'hématocrit. L'hématocrit est le pourcentage relatif du volume des globules rouges circulant dans le sang par rapport au volume total du sang. Ces données montrent que les Péruviens vivant en altitude ont un plus grand nombre de globules rouges, plus d'hémoglobine et un hématocrit plus élevé par rapport aux Péruviens qui vivent au niveau de la mer. Et ces variations du nombre de globules rouges et de l'hémoglobine des Andins sont d'autant plus marquées que l'altitude où ils vivent est élevée. Cependant, une partie de la population andine souffre d'une pathologie spécifique de la vie permanente en haute altitude, appelée le mal chronique des montagnes ou maladie de Munch, en hommage au médecin péruvien Carlos Munch Medrano, qui a fait la première description scientifique de cette maladie en 1925. Selon l'altitude où ils vivent, entre 5 à 10% des résidents de l'altiplano sont touchés par cette maladie. Chez ces malades, les différentes réactions physiologiques d'adaptation à l'altitude sont excessives et amènent à une surcorrection de l'hypoxie. Une hypertension artérielle se développe et la polyglobulie est excessive. Cette élévation pathologique du nombre de globules rouges va fortement accroître la viscosité de leur sang, ce qui augmente leur activité cardiaque nécessaire à mettre en mouvement ce sang trop épais. Les malades accusent alors une extrême fatigue et ils risquent à tout moment une défaillance cardiaque. Il s'agit en quelque sorte d'un dépassement des mécanismes de régulation face à l'hypoxie qui deviennent alors défavorables à la survie de l'organisme et il faudra redescendre le sujet à basse altitude pour mettre fin aux symptômes de cette maladie. Quittons maintenant l'altiplano et déplaçons-nous de près de 17 000 km vers le nord-est pour atteindre en Asie un autre plateau d'altitude, le plateau tibétain, dont l'altitude moyenne est de 4900 mètres. Le plateau tibétain constitue le plateau habité le plus haut du monde et environ 2 millions de personnes résident sur ce haut plateau. Ces habitants, appelés les Sherpas, vivent entre 2600 et 4400 mètres d'altitude. Comme les Andins, ces populations tibétaines sont adaptées à la vie permanente en haute altitude et par exemple leurs poumons présentent aussi une grande surface alvéolaire. En raison de leur qualité physique et de leur excellente adaptation au milieu de hautes montagnes, les Sherpas ont d'ailleurs toujours été d'une aide précieuse pour les expéditions himalayennes. Mais comparons les adaptations physiologiques à l'altitude des Tibétains en bleu et des Andins ici en rose. Les Tibétains
ont un débit ventilatoire au repos très élevé, ce qui n'est pas le cas des Andins. Et les Tibétains ont d'ailleurs une excellente accélération réflexe de leur rythme respiratoire quand l'oxygène se raréfie. Et contrairement aux Andins, les Tibétains n'ont pas de polyglobulie et leur taux d'hémoglobine est relativement bas. Cette absence de polyglobulie fait que les Tibétains, contrairement aux Andins, sont très peu affectés par la maladie de Monge. Mais revenons à la polyglobulie d'altitude qui se manifeste si je reste plusieurs jours en haute altitude ou qui caractérise les populations andines. Lors d'une hypoxie chronique, l'augmentation du nombre de globules rouges est due à la présence d'une hormone appelée l'érythropoïétine ou EPO, c'est-à-dire l'hormone qui active l'érythropoïèse, qui active la formation des globules rouges. L'EPO est une hormone glycoprotéique produite essentiellement par le rein et plus précisément par des fibroblastes du cortex rénal. L'EPO est acheminé par voie sanguine jusqu'à la moelle osseuse, où elle va stimuler les précurseurs des globules rouges qui vont alors proliférer et se différencier. Il s'ensuit une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang, ce qui va accroître le transport sanguin d'oxygène. Et ainsi, l'EPO est impliqué dans une boucle de régulation hormonale qui permet de répondre à l'hypoxie durable. En effet, l'hypoxie tissulaire déclenche la production par les reins d'EPO et cette hormone entraîne une augmentation du nombre de globules rouges, permettant ainsi de réduire l'hypoxie tissulaire. On utilise des EPO de synthèse pour traiter par exemple des patients qui souffrent d'anémie, c'est-à-dire qui ont une quantité insuffisante d'hémoglobine ou de globules rouges. Mais l'EPO de synthèse a malheureusement trouvé aussi sa place dans l'arsenal des produits dopants utilisés par certains sportifs. Notons que l'EPO prise comme produit dopant sur le long terme entraîne des risques d'hypertension artérielle et des risques de cancer de la moelle osseuse. Mais un moyen naturel d'augmenter sa concentration sanguine en EPO et donc d'augmenter son nombre de globules rouges est d'effectuer un séjour prolongé en altitude et c'est ce que font les sportifs en vue de préparer une compétition importante. Un séjour prolongé en altitude a également d'autres effets bénéfiques, comme par exemple d'augmenter le nombre de capillaires sanguins dans les muscles. Mais quel est le mécanisme qui permet à l'hypoxie de déclencher la production d'EPO? Et la réponse à cette question va provenir de travaux menés à partir des années 1990 par Greg Semenza, Peter Radcliffe et William Kaelin, 3 chercheurs dont les découvertes ont été récompensées en 2019 par le prix Nobel de physiologie ou de médecine et je vais vous présenter les résultats de ces 3 chercheurs. Au début des années 1990, Greg Semenza étudie à l'université de Baltimore aux États-Unis le gène de l'EPO et la façon dont les variations de la teneur en oxygène régulent l'expression de ce gène. Semenza et ses collaborateurs démontrent en 1991 que l'hypoxie active l'expression du gène de l'EPO et que cette activation met en jeu des séquences spécifiques d'ADN situées près de ce gène. De plus, Semenza montre que d'autres gènes que celui de l'EPO
ont aussi leur expression qui se trouve augmentée en réponse à une baisse d'oxygène. Puis, Semenza et ses collaborateurs découvrent en 1992 un complexe protéique qu'ils nomment HIF1, le facteur induit par l'hypoxie. HIF1 est un facteur de transcription qui active l'expression des gènes sensibles à l'hypoxie, tels que le gène de l'EPO. En condition d'hypoxie, ce facteur de transcription se lie à une séquence régulatrice présente sur les gènes sensibles à l'hypoxie. Cette séquence d'ADN est nommée HRE ou élément de réponse à l'hypoxie. Semenza et ses collaborateurs montrent que le facteur HIF1 se compose de deux parties protéiques distinctes. Une sous-unité HIF1 bêta qui est stable et une sous-unité HIF1 alpha qui est dégradée en conditions normales d'oxygénation mais qui est stable en conditions d'hypoxie. La sous-unité bêta de HIF1 a été identifiée comme étant la protéine ARNT1, une protéine déjà décrite auparavant et impliquée dans les phénomènes de détoxification des cellules. Mais en revanche, la sous-unité alpha de HIF1 est une protéine spécifique de la réponse à l'hypoxie. Et Semenza va démontrer que cette sous-unité HIF1 alpha joue un rôle essentiel dans le processus de production d'EPO. Dans les conditions d'hypoxie, le facteur de transcription HIF1, formé de ces deux sous-unités alpha et bêta, se fixe sur la séquence HRE du gène de l'EPO et provoque alors l'activation de la transcription de ce gène. À la même période, Peter Radcliffe, chercheur à l'université d'Oxford en Angleterre, s'intéresse aussi à la régulation de l'EPO par l'oxygène. Radcliffe et ses collaborateurs montrent que le mécanisme de régulation de l'expression de gènes par l'hypoxie n'existe pas seulement dans les reins, où l'EPO est produite, mais dans pratiquement tous les tissus. Et ainsi, le mécanisme qui permet à l'hypoxie de contrôler l'expression de gènes par l'intermédiaire du facteur HIF1 fonctionne dans de nombreux types cellulaires différents. Ce mécanisme permet non seulement de mettre en route l'expression du gène de l'EPO dans des cellules rénales, mais aussi l'expression dans d'autres cellules, d'autres gènes, comme par exemple des gènes codant des enzymes de la glycolyse, ou bien le gène qui code le facteur VEGF1. Le VEGF est un facteur de croissance impliqué dans l'angiogenèse, c'est-à-dire dans la formation des vaisseaux sanguins, et ce facteur joue un rôle dans la croissance des tumeurs. En effet, pour satisfaire leurs besoins en oxygène et en nutriments, les tumeurs ont besoin que de nouveaux vaisseaux sanguins soient générés, et la plupart des cellules tumorales sécrètent du VEGF, notamment en réponse à l'hypoxie locale que ces cellules cancéreuses subissent au départ. Le facteur HIF1, décrit initialement comme le régulateur de l'expression du gène de l'EPO en hypoxie, s'est révélé être en réalité la clé de voûte des mécanismes par lesquels l'hypoxie déclenche dans les cellules l'expression de très nombreux gènes. Les deux sous-unités de HIF1 contiennent à leur extrémité N terminale un domaine BHLH et un domaine PAS, domaines qui sont impliqués dans la dimérisation et dans la fixation de ces deux sous-unités sur l'ADN. La sous-unité alpha de HIF1
contient deux domaines appelés N-TAD et C-TAD qui confèrent à cette sous-unité alpha sa capacité à activer la transcription de gènes sensibles à l'hypoxie. La sous-unité bêta de HIF1 contient aussi un domaine C-TAD, mais ce domaine n'est pas impliqué dans la réponse à l'hypoxie. Les deux sous-unités de HIF1 contiennent aussi des séquences N-L-S qui permettent la localisation nucléaire de ces sous-unités. HIF1-alpha contient aussi un domaine ODD qui est responsable de la dégradation de cette sous-unité alpha dans des conditions normales d'oxygénation. Et ce domaine ODD possède deux acides aminés particuliers, deux prolines en position 402 et 564 qui vont jouer un rôle clé que nous aborderons dans un instant. Dans les conditions normales de teneur en oxygène, c'est-à-dire dans des conditions de normoxie, les cellules contiennent très peu de sous-unités alpha de HIF1. En effet, dans les conditions normales d'oxygénation, la sous-unité alpha de HIF1 est constamment dégradée dans la cellule par une machinerie qu'on appelle le protéasome. Le protéasome est un complexe enzymatique présent dans les cellules et dont la fonction est de dégrader les protéines. L'ubiquitine est une petite protéine qui va servir à marquer les protéines à détruire. Au cours d'un processus qu'on appelle l'ubiquitination, plusieurs ubiquitines successives sont fixées sur la protéine cible à dégrader et la protéine, ainsi marquée par cette étiquette d'ubiquitine, va être reconnue puis détruite par le complexe protéolytique du protéasome. Et ainsi, dans des conditions de normoxie, la sous-unité alpha de HIF1 va être détruite par le protéasome parce qu'une étiquette constituée par plusieurs ubiquitines est fixée sur cette sous-unité, signalant ainsi au protéasome qu'il doit dégrader cette sous-unité alpha. Mais comment expliquer le lien entre la teneur en oxygène dans les cellules et la liaison de l'ubiquitine à la sous-unité alpha de HIF1? Et la réponse va venir d'un tout autre domaine, celui de la cancérologie. En effet, alors que Semenza et Radcliffe explorent la régulation du gène de l'EPO, William Kaelin, qui travaille dans un institut de cancérologie à Boston aux États-Unis, étudie une maladie, la maladie de von Hippel-Lindau, ou VHL, qui est un syndrome rare de prédisposition au cancer. Des mutations sur un gène, qu'on appelle le gène VHL, sont responsables de cette maladie génétique qui entraîne dans les familles atteintes un risque considérablement accru de développer certains cancers. Kaelin et ses collaborateurs montrent que ce gène VHL, quand il est fonctionnel, est impliqué dans la protection contre le cancer. Ce gène VHL est donc un suppresseur de tumeurs. Et Kaelin montre que les cellules cancéreuses dépourvues de gènes VHL fonctionnels expriment des niveaux anormalement élevés des gènes qui sont régulés par l'hypoxie. Ainsi, lorsque le gène VHL n'est pas fonctionnel, le gène de l'EPO ou le gène du VEGF sont surexprimés et conduisent à des cancers. Mais lorsque le gène VHL fonctionnel est réintroduit dans les cellules cancéreuses, les niveaux normaux d'expression des gènes contrôlés par l'hypoxie vont se trouver restaurés
Les travaux de Kaling montrent donc que la protéine VHL, codée par le gène VHL, intervient dans le mécanisme qui permet à l'oxygène de contrôler l'expression de gènes. D'autres équipes de recherche vont révéler que la protéine VHL fait partie d'un complexe dont le rôle est d'accrocher l'étiquette d'ubiquitine sur les protéines à détruire. Puis Radcliffe et ses collaborateurs vont montrer en 1999 que la protéine VHL peut interagir physiquement avec la sous-unité alpha de HIF1 et que VHL est nécessaire pour que cette sous-unité alpha de HIF1 soit dégradée lorsque la teneur en oxygène des cellules est normale. Mais il reste encore à comprendre comment les niveaux d'oxygène peuvent réguler l'interaction physique entre VHL et la sous-unité alpha de HIF1. Ce sont les équipes de William Kaling et de Peter Radcliffe qui vont simultanément fournir la réponse dans 2 articles publiés en 2001. Ils montrent que lorsque la teneur en oxygène est normale, des groupes hydroxyles, c'est-à-dire des groupements OH, sont ajoutés aux 2 prolines, les prolines 402 et 564 du domaine ODD de la sous-unité alpha de HIF1. Et cette hydroxylation de HIF1 alpha va permettre au VHL de reconnaître HIF1 alpha et de s'y lier. Radcliffe identifie ensuite les enzymes qui hydroxylent HIF1 alpha. Ces enzymes, qu'on appelle des prolyl hydroxylases ou des PHD, sont sensibles à l'oxygène, c'est-à-dire que l'activité de ces enzymes nécessite la présence d'oxygène. Résumons maintenant le mécanisme complet qui permet aux cellules de répondre à l'hypoxie. Dans les conditions normales d'oxygénation, c'est-à-dire en normoxie, l'enzyme PHD est active et elle va alors hydroxyler la sous-unité HIF1 alpha sur les 2 prolines de son domaine ODD. La protéine VHL peut alors reconnaître la sous-unité HIF1 alpha et former un complexe avec cette sous-unité. Et le complexe VHL peut alors exercer son activité d'ubiquitination de HIF1 alpha. Et ainsi, la sous-unité alpha de HIF1, marquée par cette étiquette de polyubiquitine, se trouve dégradée par le protéasome. Ainsi, une oxygénation normale des cellules va conduire sans cesse à dégrader la sous-unité HIF1 alpha. Par contre, en condition d'hypoxie, et donc par exemple en altitude, l'enzyme PHD est inactive. Et donc la sous-unité HIF1 alpha ne peut plus être hydroxylée par la PHD, et par conséquent, le complexe VHL ne peut plus se fixer à cette sous-unité alpha. Et ainsi, HIF1 alpha échappe à la dégradation par le protéasome. Cette sous-unité alpha de HIF1 va subir alors une translocation dans le noyau et elle va se fixer à son partenaire, la sous-unité bêta de HIF1, pour former le facteur de transcription hétérodimérique HIF1 actif. Et cet hétérodimère actif va se fixer sur la séquence HRE de gènes cibles, tels que le gène de l'EPO, ou du VEGF, ou
d'enzymes de la glycolyse et va induire alors l'activation transcriptionnelle de ces gènes. Et ainsi, en altitude, l'hypoxie tissulaire va induire dans des fibroblastes du rein, par l'intermédiaire du facteur de transcription HIF1 actif, une augmentation de la transcription du gène de l'EPO, aboutissant donc à accroître la synthèse d'EPO, et c'est par ce mécanisme que l'hypoxie va conduire à une augmentation de la concentration plasmatique d'EPO, et donc finalement à une augmentation du nombre de nos globules rouges. Les travaux de Semenza, Radcliffe et Kaling, qui ont valu à leurs auteurs le prix Nobel 2019, ont contribué de façon majeure à la compréhension du mécanisme qui permet à nos cellules de détecter les taux d'oxygène et de répondre à l'hypoxie en activant l'expression de certains gènes. Ce mécanisme permet notamment d'activer la production de nos globules rouges ou permet la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, et il permet aussi à nos cellules d'adapter leur métabolisme à de faibles niveaux d'oxygène, ce qui est par exemple le cas dans nos muscles lors d'un exercice physique intense. La détection de l'oxygène est aussi au cœur d'un grand nombre de maladies. Par exemple, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique souffrent souvent d'anémie sévère due à une diminution de l'expression de l'EPO. Et le mécanisme qui permet à certains gènes d'être contrôlés par l'oxygène a aussi un rôle important dans le cancer. En effet, ce mécanisme est utilisé pour stimuler la formation de vaisseaux sanguins et pour modifier le métabolisme afin de permettre une prolifération efficace des cellules cancéreuses. Une recherche active est aujourd'hui menée pour mettre au point des médicaments capables d'activer ou au contraire de bloquer ce mécanisme. Ainsi, une activation de ce mécanisme pourrait permettre de traiter les anémies, et au contraire, une inhibition de ce mécanisme pourrait permettre de lutter contre le cancer. Et des inhibiteurs d'HIF1 sont actuellement testés comme agents anticancéreux. Mais revenons aux populations humaines qui vivent toute l'année en haute altitude. Nous avons vu que, par opposition aux Andins, les Tibétains ne produisent pas plus de globules rouges et qu'ils sont beaucoup moins atteints par la maladie de Munch. Le génome de Tibétains a été comparé à celui de Chinois des plaines alentours, et cette étude comparative a montré notamment que les Tibétains ont une version particulière, un allèle particulier du gène EGLN1. Ce gène code une prolylhydroxylase, la PHD2, qui permet l'hydroxylation de la sous-unité alpha de HIF1, entraînant ainsi la dégradation de HIF1 alpha par le protéasome. Mais cette version du gène EGLN1 présente dans le génome des Tibétains conduit à l'expression d'une PHD2 dont la particularité est de rester active dans des conditions hypoxiques. Et ainsi, chez les Tibétains, les conditions d'hypoxie dans lesquelles ils vivent ne déclenchent plus une augmentation de la production d'EPO et leur permet donc de vivre en altitude sans augmenter le nombre de leurs globules rouges, ce qui évite les complications liées à une production excessive de globules rouges. Les populations humaines vivant en altitude présentent donc des adaptations différentes selon l'endroit du monde où elles vivent. Et l'étude des adaptations génétiques de ces populations permet d'améliorer notre compréhension des mécanismes d'adaptation de l'homme à l'altitude et
de clarifier les implications de ces mécanismes dans la santé humaine. L'exposition à la haute montagne peut entraîner des pathologies comme le mal aigu des montagnes, les œdèmes de haute altitude ou bien encore la maladie de Monge qui affecte les populations andines. Mais nous avons vu au contraire que le séjour d'un sportif en haute montagne va lui permettre d'accroître ses capacités physiques, notamment grâce à l'érythropoïétine qui accroît sa production de globules rouges. Et séjourner à une altitude modérée pourrait permettre aussi de réduire les processus inflammatoires et de diminuer les risques d'infarctus et d'attaque cérébrale. Et ainsi, rejoignons-nous en cette fin de chronique les croyances des Indiens de l'altiplano pour lesquels la montagne que survolent les grands condors est un espace sacré qui unit le ciel et la terre, un lieu qui peut se révéler à la fois maudit et protecteur des hommes. La prochaine chronique débutera par un long confinement dans les entrailles de la Terre pour nous mener ensuite à la découverte des rouages des horloges biologiques.